Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une webconférence autour des secteurs qui recrutent, notamment sur la thématique des jobs d'été. C'est une webconférence qu'on a souhaité faire parce que sur les jobs d'été, il y a des emplois saisonniers qu'on va facilement imaginer, pour lesquels on va pouvoir candidater, et puis d'autres auxquels on n'est pas forcément habitué. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon de l'ensemble des secteurs qui recrutent pour vous donner les clés, d'identifier en fait les métiers auxquels on n'aurait pas forcément pensé pour postuler justement et candidater sur des offres de job d'été. Donc cette webconférence se fait dans le cadre de notre forum job d'été en Normandie, donc en partenariat avec Pôle emploi Normandie dans les locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Ce forum, il a lieu du 12 au 21 avril, donc il reste encore 3 jours pour participer. 3 jours d'ici à mercredi pour participer, candidater sur le salon en ligne, et puis ensuite sur des offres de job d'été que vous pouvez retrouver sur notre site krigenormandie.fr. Autour de la table pour m'accompagner sur cette webconférence, j'ai Jean-François Janin de l'ADMR 14. Bonjour. Bonjour, merci. On vous entend très bien, merci à vous. Karine Denet du Crige Normandie, bonjour. Ça permet de faire une expression. Je vais très bien. Bonjour. Et enfin, Cyril Grégorzik de l'ANEFA. C'est bien ça? Merci à vous. Et Nicolas Breler et Barbara Debourge qui représentent Pôle emploi, qui pourront éventuellement apporter leurs éclairages aux besoins. Merci à vous de votre présence et bonjour à vous deux. Alors, pour cette webconférence sur les secteurs qui recrutent, avant de rentrer dans des secteurs bien spécifiques, moi je voulais poser une question un petit peu générale, notamment en lien avec les forums job d'été. Quels sont les secteurs qu'on va le plus retrouver dans les offres d'emploi saisonniers? Peut-être que j'ai la question à vous, Karine. Alors, sur l'événement qui est organisé actuellement, c'est assez représentatif au final des secteurs qui recrutent actuellement. On a essentiellement des jobs dans le secteur de l'aide à la personne, qui est un secteur qui recrute beaucoup habituellement sur la période d'été et ça se confirme encore aujourd'hui. On a pas mal d'offres aussi dans le secteur de l'entretien, de locaux, de bureaux, de magasins. On a aussi des offres dans le secteur de l'animation, qui est un secteur traditionnel de recrutement sur la période d'été. On a aussi des offres dans le secteur de l'agriculture, qui est un secteur qui a besoin chaque année de bras pour pouvoir récolter, préparer les cultures et apporter des soins aux végétaux, aux animaux. Et puis on a pas mal d'offres aussi dans le secteur de la préparation de commandes ou de la logistique et du transport, qui sont des secteurs liés. Donc des secteurs relativement traditionnels, mais qui cette année fonctionnent très bien. Et justement, merci pour ce tour d'horizon. Justement, qu'est-ce qui justifie les besoins en emploi saisonnier? Qu'est-ce qui fait que certaines entreprises vont avoir des besoins plus particuliers sur des jobs d'été? Alors, les besoins en job d'été peuvent être liés à plusieurs raisons. D'une part, ça peut être un surcroît d'activité à un moment donné. Sur la période d'été, souvent, c'est la saison touristique qui peut occasionner le besoin de recrutement supplémentaire. Ça peut être aussi l'ouverture de certaines activités qui n'ont pas lieu le reste de l'année. Et donc là, on est typiquement dans du job saisonnier. Donc là, c'est ce qui est un petit peu en difficulté cette année parce que justement, les secteurs habituellement ouverts à cette période dans le tourisme, la restauration sont un petit peu en stand-by pour le moment du fait du contexte sanitaire. L'autre besoin qui peut émerger sur la période d'été, ça peut être le remplacement de salariés en congé, mais pour lequel l'activité est maintenue, donc que ça nécessite le besoin d'un remplacement. Effectivement, il y a différentes raisons pour occasionner la recherche d'un job d'été. Il faut être à l'affût et est-ce qu'il faut comment on peut identifier justement des structures autour de chez soi qui pourraient avoir des besoins en matière de recrutement?
Je n'ai pas très bien compris la question. Mais j'entends qu'il y a un petit peu de grésillement. Justement, comment on peut identifier quelles entreprises autour de chez soi peuvent avoir des besoins? Alors là, actuellement, l'idéal, c'est de se saisir du salon en ligne qui a lieu sur la plateforme de salon en ligne de Pôle emploi, ainsi que sur les offres qui sont proposées sur le site du CRIJ Normandie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les deux plateformes, des offres sont proposées sur les 5 départements normands. Donc, on peut être tout à fait en possibilité d'identifier des offres proches de chez soi. Notamment sur la plateforme de salon en ligne de Pôle emploi, il y a possibilité de faire une recherche par zone géographique. En saisissant un critère géographique à sa recherche, on peut très rapidement identifier quelles sont les offres proches de chez soi. Autrement, on peut aussi utiliser des techniques relativement simples de recherche plutôt pour faire les candidatures spontanées en utilisant par exemple soit un moteur de recherche classique pour identifier des types d'entreprises auprès desquelles on souhaiterait postuler. Et puis pour finir, ça on va revenir plus tard, il y a la possibilité chez certains commerçants d'identifier quelquefois des offres en proximité. Donc n'hésitez pas à actionner la totalité des leviers qui peuvent exister pour soit identifier des annonces, soit faire de la candidature spontanée auprès de secteurs qui potentiellement recrutent. Mais effectivement, quand on a identifié certains métiers, il suffit d'imaginer dans quelles entreprises ils vont se trouver pour candidater directement dans ces structures. Je pense qu'à un moment donné, quand on est jeune, quand on est étudiant et qu'on voit d'autres étudiants travailler à certains endroits, on peut dire que voilà, ces entreprises vont recruter et que ça peut être l'endroit où faire des candidatures. Voilà. Ce qu'on peut dire en complément, c'est que par exemple dans le guide que le CRIJ Normandie édite chaque année sur la recherche de jobs d'été, on a essayé de lister par secteur d'activité quels peuvent être les sites internet spécialisés de chacun de ces secteurs pour pouvoir identifier des entreprises auprès desquelles faire des candidatures spontanées ou des sites qui hébergent des bourses d'emploi de façon à pouvoir trouver des annonces spécifiques à chacun de ces secteurs. Ça peut être une démarche complémentaire. Oui, vous citiez le site du Normandie, effectivement, tout site spécialisé sur les jobs d'été ou sites sur lesquels on va pouvoir retrouver des offres d'emploi sont des bons points de départ en fait pour effectuer sa recherche d'emploi. Oui, en fait, n'hésitez pas, quand vous êtes dans une démarche de recherche, à actionner le maximum de leviers en utilisant évidemment tous les sites autour de la recherche d'emploi, évidemment celui de Pôle emploi qui est accessible à tout le monde et sur lequel les annonces qui sont diffusées sont en accès libre. Donc, même si vous n'êtes pas demandeur d'emploi, vous pouvez tout à fait utiliser ce site dans votre recherche. Au-delà de ça, donc, tous les sites d'offres d'emploi qu'on peut trouver et que nous recensons en particulier donc sur le site crijnormandie.fr, tous ces outils peuvent être actionnés pour pouvoir identifier le maximum d'opportunités. Il est revenu. Excusez-moi. Une petite coupure réseau. J'étais sorti de la réunion. Excusez-moi, Karine, vous étiez en train de développer. Vous pouvez reprendre peut-être autour de la requête. Voilà, ce que j'ai expliqué, c'est que du coup, il ne faut pas hésiter à actionner tous les leviers que vous pouvez avoir au niveau des différents sites internet qui diffusent des offres ou ceux qui vous permettent d'identifier des répertoires d'entreprises auprès desquelles adresser des candidatures spontanées. Et puis évidemment, il y a tout un tas d'interlocuteurs qui peuvent vous servir aussi d'intermédiaires pour trouver des offres dans différents secteurs. On a notamment ici certains acteurs intermédiaires, je pense notamment à la NEFA Normandie qui est présent
aujourd'hui. Donc dans certains secteurs, il y a des structures comme ça qui peuvent vous accompagner dans votre recherche, vous apporter des conseils et vous aider à identifier des opportunités. Oui, tout à fait. Justement, ça va être la transition toute trouvée. Cyril, vous faites partie de l'ANEFA. L'ANEFA, est-ce que vous pouvez présenter ce que c'est? Et puis ensuite, on reviendra un peu dans le détail sur les jobs dans l'agriculture. Bien sûr. Alors j'espère déjà qu'on va bien m'entendre également. Voilà, nouvelle ANEFA, c'est quoi? C'est l'Agence nationale pour l'emploi et la formation en agriculture. En fait, un organisme paritaire qui est créé par des représentants employés agricoles, également des représentants des salariés agricoles. Donc vraiment un organisme paritaire pour faciliter la mise en relation et aider les employeurs agricoles à trouver des salariés. Alors ça s'applique autant pour de l'emploi, je dirais, CDI, de l'emploi pérenne, que pour le saisonnier agricole. Et j'ai dit déjà, effectivement, on a une plateforme en ligne qui existe qui s'appelle l'agriculturerecrute.org. Vous tapez sur Google, je vais dire que vous avez ça en tête de page. Et simplement, ça permet aux personnes qui recherchent un emploi en agriculture de trouver quelque chose, des emplois proches, suivant ce qu'ils recherchent. Effectivement, une présentation synthétique. Donc en fait, vous faites l'intermédiaire entre les besoins en main-d'œuvre dans le secteur de l'agriculture et puis les personnes qui sont à la recherche d'un emploi saisonnier. Voilà, tout à fait. Transmettre éventuellement, les cas échéants, les CV, les candidatures aux potentiels qui peuvent intéresser les personnes. Et je rebondis sur le nom de votre site, donc l'agriculture recrute, je pense que tout est dans le nom, c'est qu'il y a un réel besoin en main-d'œuvre de manière extrêmement régulière et saisonnière. Alors, on a des main-d'œuvre un peu partout, j'allais dire tant en main-d'œuvre très qualifiée que saisonnière. Là, finalement, aujourd'hui, on reste que la partie saisonnière. Sans faire en disant quelques chiffres, voilà, effectivement, on a besoin au moins 300 000, 400 000, 500 000 saisonniers sur toute la France chaque année, sur des tâches diverses et variées. Les tâches, je dirais, ça va dès janvier sur des choses de bouturage, de la taille d'arbres, des choses comme ça. On passe ensuite aux plantations, aux semis, aux récoltes, à la cueillette, au conditionnement également, aux préparations citronnes. Donc, j'allais dire, c'est des tâches saisonnières qui peuvent être présentes toute l'année. Là, on est bien toujours dans des travaux de accroissement en d'activité. Et je dirais souvent, c'est des postes qui ne nécessitent pas forcément une qualification spécialisée poussée, mais par contre, plutôt de la motivation, de la présence. J'allais dire, on n'imagine peut-être pas l'ensemble des jobs qu'il peut y avoir derrière l'agriculture et peut-être qu'on peut imaginer avoir une représentation de ces jobs-là. Concrètement, c'est quoi les offres et quelles sont les missions en fait effectuées par les jeunes? Alors, peut-être que là, je vais peut-être me centrer plutôt sur la partie normande. C'est vrai qu'on pourrait faire toutes les saisonniers sur toute la France. Je vais dire, la partie normande, c'est plutôt, je dirais, principalement, maintenant les postes qui s'ouvrent dès à présent, c'est les préparations de sol, les plantations des légumes pour préparer les récoltes de l'été. Ça, c'est des postes qui commencent dès à présent, qui peuvent durer un peu, parce qu'après, on passe à la cueillette, à la récolte et au conditionnement des légumes. Donc c'est principalement les postes en Normandie. On peut aussi avoir un petit peu d'arboriculture avec des arbres, mais là c'est comme relativement mécanisé. Après, cueillir des fruits également. Là, c'est plutôt gérer des postes qui commencent à partir de juillet-août pour prolonger septembre. D'accord, effectivement c'est beaucoup plus précis en matière de mission. Et est-ce que vous avez des attendus particuliers de la part des... justement, est-ce qu'il faut avoir un petit peu la main verte ou quelqu'un qui ne l'a pas entre guillemets peut tout à fait être dans ce type de job? Non, je vais dire parce qu'un saisonnier ne sera jamais, je dirais, laissé à lui-même pour faire ses tâches. Il sera toujours, je dirais, sous la surveillance et les consignes d'un chef d'équipe et voire même éventuellement de l'exploitation agricole qui va justement l'accompagner pour ses travaux. Beaucoup de travaux de toute façon se font en groupe. C'est plutôt gérer le sens de travail d'équipe et gérer la motivation à travailler en groupe qui est d'abord privilégié dans la recherche d'emploi, la recherche des candidats. Oui, effectivement, c'est intéressant parce qu'on se retrouve aussi dans une forme d'équipe de saisonniers à effectuer un job en commun. Il y a une sorte d'union qui doit se créer entre les différents jeunes et saisonniers qui participent à ces travaux. C'est essentiel. Ça fait une belle expérience. C'est un peu, je dirais, ce qu'on peut mettre en avant sur le travail agricole. Déjà, c'était un peu, je dirais, changer l'air, surtout en ce temps, si je veux dire, du confinement.
pouvoir effectivement profiter de l'extérieur, c'est pas mal, comme il a dit. Bon, il faut bien sûr forcer les gens à sortir. Mais normalement, voilà, du travail de plein air, du travail d'équipe, parce qu'à un moment donné, quand on fait des choix justement de piquage ou de cueillette, on ne peut pas se permettre de laisser les autres gérer un peu dans le travail en restant en arrière. Il faut savoir se bouger, savoir travailler ensemble. Et c'est vrai que c'est une bonne école justement du monde professionnel. Oui, effectivement, ce sont des belles expériences que l'on peut valoriser ensuite. Et aussi, il faut dire que les jobs agricoles sont des emplois qui sont ouverts à partir de 16 ans, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Ouvert à partir de 16 ans, ça c'est vrai. Alors après, comme par rapport au travail des jeunes de 16 à 18, il peut y avoir des contraintes horaires ou des contraintes de temps qui peuvent faire un petit peu de blocage. C'est-à-dire, effectivement, un jeune ne peut pas travailler plus de 35 heures, un jeune ne travaille pas de nuit, bon, il peut y avoir des choses comme ça. Mais effectivement, dans l'absolu, suivant les besoins d'un employeur, les jeunes peuvent commencer dès 16 ans sans problème à faire ce genre de travail. D'accord, très bien. C'est vrai que c'est important à souligner puisque ce sont comme des demandes qui sont récurrentes sur les emplois avant 18 ans et que l'agriculture est un des seuls secteurs qui va se positionner à partir de 16 ans. Donc c'est important de le souligner, c'est cette première expérience de groupe et encadré qui peut justement mettre le pied à l'étrier sur l'emploi. Et donc aujourd'hui, sur le salon en ligne, est-ce que vous avez une idée un petit peu du nombre de postes que vous proposez sur cette édition? Alors, moi voilà, je vais me référer un peu justement à notre plateforme, voilà, avec le recrute directement en ligne de mémoire de tête, voilà. On a des propositions pour à peu près 50-60 postes de saisonniers pour la partie Calvados. Donc, dans la Manche, je me retrouve quasiment autant parce que les travaux s'ouvrent des accidents. Effectivement, la seule petite bémol par rapport à ça, c'est de dire que c'est même des postes qui sont ouverts dès à présent, en fait, puisque les travaux de culture vont commencer de la fin avril à début mai. Alors c'est vrai que pour des étudiants qui sont encore pris par les cours ou les examens, c'est un peu compliqué. Alors, je peux rassurer tout de suite, c'est que de toute façon, vu les équipes que c'est, il faut des renouvellements au sein des équipes. Donc une personne qui voudrait en juin postuler, on est toujours prêts à accueillir toutes les candidatures parce qu'on sait que des postes peuvent s'ouvrir et il y a toujours des opportunités. Donc il ne faut pas hésiter, quand on est proche de centre d'embauche, à laisser un CV, à candidater. Oui, le plus important, effectivement, c'est d'indiquer ses disponibilités et en fonction des besoins, vous pouvez avoir des opportunités qui se déclenchent. Et puis, tout à fait. Donc, on peut vous envoyer, même s'il n'y a pas des offres qui correspondent en matière de secteur, sa disponibilité en matière de date et de déplacement également, ça peut permettre aussi d'ouvrir un maximum d'opportunités. Exactement. Très bien. Bon, on reviendra peut-être si on a des questions complémentaires. Justement, n'hésitez pas, si vous nous regardez, à poser vos questions directement dans les chats. On va à y répondre. Et Cyril, vous souhaitiez intervenir? Oui, peut-être à la rigueur, voilà, peut-être aussi juste pour aussi conclure un peu ce que je disais, bien aussi faire comprendre, un emploi saisonnier agricole, c'est un contrat de travail comme un autre. C'est un contrat de travail classique, il n'y a pas de grosse différence par rapport à notre emploi saisonnier. On respecte bien sûr le code du travail, on a des horaires limités chaque jour, chaque semaine. Voilà, il ne faut pas du tout penser que c'est parce que vous avez un emploi saisonnier agricole qu'on revient à la corvée ou au bâton, excusez-moi du terme. Non, on est dans le droit du travail le plus classique et vraiment, je dirais, il n'y a aucune, crainte à prendre un emploi agricole. Très bien, c'est important, merci de cette précision parce que peut-être que ça peut véhiculer un certain nombre d'idées reçues, tout simplement, et je pense que le meilleur il y a 40 ans peut-être, voilà, on peut penser à ça justement, mais c'est plus ça. Et le meilleur moyen de se faire une idée, c'est de le faire, en fait, tout simplement, de participer à une mission dès cet été. En tout cas, on vous remercie de vous faire le relais justement de ces besoins en main-d'œuvre vis-à-vis des jeunes et des emplois saisonniers que ça peut représenter. Alors, une autre transition sur un autre secteur qui recrute également et qui est peut-être, moins mis en avant, moins connu peut-être de la part des jeunes sur des emplois saisonniers, mais qui recrutent tout autant, c'est l'aide à la personne. Et avec nous, Jean-François Janin. Jean-François, l'aide à la personne, aujourd'hui, qu'est-ce que
qu'est-ce que ça représente en matière d'offres, de postes, mais de missions? Qu'est-ce qu'on va faire dans ces secteurs-là? Alors, je vais répondre en deux temps. La première chose, c'est peut-être les missions qu'il y a derrière l'intitulé du poste. Donc pour un même poste, on va avoir différents intitulés en fonction de l'entreprise, de la branche, mais on va parler d'aide à domicile au sens large. C'est vrai que ce sont des postes où nous recrutons des personnes avec ou sans expérience, avec ou sans qualification. Attention, je ne dis pas que c'est la même chose et la qualification et l'expérience sont bien entendu importants, mais en tout cas c'est un secteur où la porte est ouverte et on peut débuter notamment à travers une période estivale. Concrètement, ça consiste à accompagner toutes les personnes qui ne peuvent plus assumer seules les actes de la vie quotidienne. Donc ce que je mets derrière ces mots-là sont la préparation au repas, le fait de se lever, de se coucher, de s'habiller, éventuellement de se laver, de faire le ménage dans le cadre de vie, de préparer son linge. Enfin, finalement, tous les actes que nous, aujourd'hui, on considère comme classiques, auxquels on ne prête plus attention, on vient accompagner certaines personnes qui ne peuvent plus le faire elles-mêmes. Et j'insiste sur le mot accompagner, parce que dans la mesure du possible, le but n'est pas de faire à leur place, pour qu'elles restent un minimum autonomes sur ces tâches. Maintenant, en termes d'embauche, c'est un secteur qui recrute toute entreprise confondue du 1er janvier au 31 décembre, qui offre des opportunités d'emploi pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois en temps partiel, en temps plein, en CDI, en CDD. Enfin, je pense qu'il y en a pour tout le monde. C'est un secteur qui reste encore méconnu, comme vous le disiez tout à l'heure, mais on se rend compte que finalement, je veux dire quand même une majorité de nos salariés finalement ont découvert ce métier un petit peu par hasard ou avaient une expérience personnelle qui les a amenés à essayer ce métier et sont encore chez nous après de nombreuses années parce qu'en fait c'est une véritable vocation. Je pense qu'il faut aimer ce métier en tout cas pour le faire et voilà, mais il y a beaucoup d'opportunités, nous recrutons en permanence et en tout cas à notre échelle pour la DMR du Calvados uniquement, ce que l'on est en capacité de proposer pour cet été, c'est une 50aine de postes. Donc ça, je suis prêt à parier qu'il y a à peu près les mêmes besoins dans la Manche, dans l'Orne, dans la Seine-Maritime et dans l'Eure. Donc tout le monde doit pouvoir y trouver son compte. Tout à fait. C'est vrai que c'est un volume et des besoins qui sont identifiés et récurrents. Sur ces offres-là, sur ces jobs, on a dit, c'est pas d'expérience ou de qualification, mais peut-être dans l'aspect relation humaine, en fait, tout simplement. Quelles sont les qualités qu'on va attendre? On parle souvent de soft skills. Quelles sont les qualités qui sont attendues justement sur ces types de postes que vous proposez? Je pense qu'il y a une question de positionnement et quelque part de caractère, parce que le poste exige quand même un certain degré d'autonomie. On se rend de domicile en domicile, alors même s'il y a forcément une période d'adaptation en doublon avec quelqu'un d'autre pour s'accommoder des différentes missions, l'objectif c'est quand même rapidement d'être autonome sur son poste et donc de passer d'un domicile à un autre pour aider les personnes qui y vivent. Donc il faut être à l'aise avec cette notion-là et de pouvoir travailler en autonomie. Ça ne veut pas dire qu'un saisonnier ou une saisonnière sera complètement lâché dans la nature. Bien sûr, il y a toujours quelqu'un que l'on peut contacter ou vers qui se tourner, mais bon, l'intervention se fait quand même en totale autonomie au domicile, dans l'idée. Donc il faut être à l'aise avec ça. Et après, je pense que ce sont surtout des notions de savoir-être. La ponctualité est importante parce que vous avez rendez-vous chez différents clients et quand quelqu'un vous attend pour se lever le matin ou pour manger, mais malheureusement, non pas malheureusement, mais voilà, il y a un créneau, il y a un timing à respecter et c'est important parce que sinon l'organisation de la journée va devenir difficile. Et après, c'est du bon sens, je veux dire, on s'adresse à des humains et non pas à des machines, donc c'est simplement des questions de politesse, de courtoisie, et après c'est un métier qui s'exerce à peu près naturellement, comme on pourrait avoir l'occasion de s'occuper d'un membre de sa famille. Alors, techniquement c'est un petit peu différent dans le positionnement, mais dans le rapport humain, on est exactement dans quelque chose de parfaitement naturel.
Oui, au final, le terme aide à la personne, il est assez représentatif, c'est-à-dire qu'on vient aider, on vient soutenir une personne à son domicile. Et je pense que si on aime aider ou venir en aide en fait à des personnes qui peuvent avoir rencontré des difficultés, c'est un job qui, alors je vais pas dire qui n'en est pas un, mais quand ça vient du cœur, on ne l'identifie peut-être pas comme étant une charge de travail ou une corvée, mais plutôt comme un service rendu. Oui, tout à fait. Après, ça reste un travail dans le sens où c'est quand même quelque chose de fatigant de passer d'un domicile à un autre et c'est un travail. C'est un travail, mais c'est vrai qu'il y a ce côté naturel pour quelqu'un qui a envie d'accompagner, qui a envie d'aider, pour la simple et bonne raison que parfois on se dit qu'on pourrait aussi nous en avoir besoin. Et il y a une tendance quand même qui se dessine de plus en plus, sans vouloir tomber sur le plan médical, mais de plus en plus de personnes sont conviées à retourner chez elles derrière une hospitalisation parce que les places dans les hôpitaux commencent à être chères quelque part. Et donc, c'est important de pouvoir accompagner ces personnes-là à leur domicile. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va sur du soin. Hein. Nous, pour des aides à domicile, elles ne sont pas aides-soignantes, elles ne sont pas infirmières. Mais quelqu'un qui vient de se faire opérer, des fois sur une opération lourde, a simplement besoin qu'on aille lui préparer son repas. Voilà, ce sont des choses qui paraissent banales, mais qui sont extrêmement importantes et on a de plus en plus besoin de ce type de soutien. Voilà, la tendance va de plus en plus à l'hospitalisation à domicile. Nos métiers prennent de plus en plus de place, sont de plus en plus importants. Et voilà, si je peux apporter une petite précision, c'est qu'on a parfois des candidats qui ont peur des missions qu'ils ou elles vont réaliser, parce qu'il y a quand même cette notion d'intimité. On ne veut pas forcément entrer dans l'intimité d'un client. Et on l'entend parfaitement, c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément envoyer quelqu'un qui a certaines craintes, par exemple aider un client qui ne le connaît pas à faire sa toilette, ou voilà. On a aujourd'hui le luxe de pouvoir quelque part adapter les missions que l'on confie à nos salariés. Donc si on a quelqu'un qui veut faire par exemple exclusivement du ménage ou de la préparation de repas, c'est quelque chose que l'on pourra faire. Bien entendu, on proposera sûrement des contrats plus petits en volume horaire, parce que toutes les missions ne peuvent pas être réalisées, mais en tout cas c'est quelque chose que l'on propose et nous on n'a absolument aucune difficulté à le faire, quitte à ce que quelqu'un fasse évoluer son volume d'intervention par la suite parce qu'il ou elle gagne en confiance et se dit qu'il peut en faire davantage. C'est hyper intéressant ce que vous dites parce qu'au-delà de l'aspect de rendre service, il y a une véritable adaptation puisque vous avez une équipe qui doit être assez conséquente pour couvrir l'ensemble du territoire et sur ces questions-là. Donc il y a une partie d'adaptation, de services rendus et puis une potentielle augmentation et la crise sanitaire a des impacts et des conséquences qu'on n'imagine peut-être pas forcément. Il y a des secteurs qui vont peut-être moins recruter, d'autres un peu plus et c'est aussi une manière de contribuer aussi à améliorer, je dirais, le bien-être de ces personnes qui n'ont pas ce suivi. On parlait d'hospitalisation et de retour au domicile. Justement, c'est d'accompagner ces personnes-là et peut-être que c'est un métier un job d'été qui, en termes de sens et d'expérience et de qualité, quand on ressort d'un job comme ça, je suppose que c'est quelque chose qu'on peut facilement valoriser derrière sur des expériences futures. Complètement, et comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à recruter toute l'année, alors encore plus pendant l'été parce que nos équipes se mobilisent toute l'année, elles ont aussi besoin de se reposer comme tout le monde, donc forcément on est dans la situation que décrivait Madame Donnet tout à l'heure où on a des salariés qui partent en congé, mais l'activité continue et on ne peut pas se permettre de laisser des clients se débrouiller tout seuls, entre guillemets, parce que même pour certains, des fois la famille prend le relais, mais la famille aussi part en vacances pendant l'été, donc dans la mesure du possible, en fonction du contexte, mais dans l'idée on est là-dedans. Et puis, il faut savoir qu'on a des besoins qui sont plus que récurrents, c'est-à-dire que quelqu'un qui se fait une première expérience avec nous pendant l'été, l'année prochaine, je suis prêt à parier que s'il a envie de remettre le couvert, c'est quelque chose qu'on pourra faire. Par ailleurs, un étudiant, en fonction de son rythme, s'il souhaite travailler aussi pendant les vacances scolaires, on recrute quasi en permanence, donc c'est des choses qui sont possibles. Voilà, on s'adapte, mais en tout cas en termes d'opportunités, il n'y a aucune crainte à avoir. Les postes existent bel et bien. Oui.
Oui, c'est important de le souligner parce que c'est un secteur qui recrute. Il y a des offres avec un volume quand même assez conséquent qui est sur l'ensemble des départements. C'est-à-dire que si vous nous regardez, vous êtes étudiant, vous partez étudier en Dordogne, eh bien, il y a probablement une structure comme la vôtre en Dordogne ou autre qui va accompagner l'aide à la personne, que vous allez pouvoir solliciter, revaloriser votre expérience et en fait trouver un emploi. Et comme vous dites, aussi bien saisonnier sur la période estivale que sur des vacances scolaires et mobilisable, je suppose, sur un arrêt ou des vacances congés de salariés, de pouvoir réinvestir tout de suite cette expérience-là. Donc c'est vrai que cette mise en lumière, elle est là aussi pour ça, c'est de mettre en avant ces métiers-là qui justement sont accessibles et apportent tout un tas d'opportunités. Oui, et si je peux me permettre justement de rebondir sur le mot opportunité, on se rend compte qu'on a de plus en plus de salariés, nous, qui visaient finalement une entrée en école d'aide-soignante, par exemple. Mais pour X ou Y raison, ça ne s'est pas fait. Elles travaillent avec nous comme auxiliaires de vie pendant 1 an, 2 ans. Et en fait, tout en restant en CDI, via Transition Pro Normandie, se font financer une formation d'aide-soignant sur 1 an. Et voilà, l'accompagnement se fait aussi par ce biais-là, et je dirais que le métier d'aide à domicile peut être vu comme un tremplin, plutôt que de se lancer, alors, c'est une question de choix, hein, je ne critique absolument pas, mais plutôt que de se lancer dans une activité qui n'a rien à voir ou presque avec son objectif de base quand cet objectif c'est de devenir aide-soignante, je me dis pourquoi pas prendre un métier tremplin en attendant comme auxiliaire de vie, aide à domicile, et envisager la formation d'aide-soignante 1 an ou 2 par la suite, et ce ne sera que plus simple d'y entrer et d'obtenir ce diplôme. Donc voilà, c'est qu'une question de choix. Après je dirais, mais les opportunités existent, elles sont plutôt simples à saisir, elles demandent simplement un petit peu d'implication et de sérieux, mais elles sont assez faciles à saisir. Et une dernière chose, c'est pour ce qui concerne la DMR, la structure pour laquelle personnellement je travaille, on fait toujours en sorte de proposer des emplois au plus proche du domicile de nos salariés. On a cette chance d'avoir de nombreuses offres d'emploi à pourvoir. On fait partie sur une 50aine d'associations dans le département. Donc c'est plutôt facile pour nous de proposer un job assez proche de chez soi. Donc pas d'inquiétude, il n'y aura pas non plus 40 km à faire le matin, 40 km à faire le soir. Voilà, les salariés seront à côté de chez eux. L'idée est d'optimiser effectivement les déplacements et l'implantation locale que vous pouvez avoir permet totalement d'être sur un job de proximité et d'optimiser justement son parcours au quotidien. On souhaite justement que ça puisse générer des vocations. Je voulais transmettre la parole à Karine justement sur le lien entre le fait de trouver un job d'été en lien avec la formation ou le cursus qu'on est en train de faire. Vous évoquiez, Jean-François, le fait de préparer un concours d'infirmière. Effectivement, c'est une expérience qui peut avoir tout son sens. Ça peut être un des critères justement du choix du job d'été, le lien avec son parcours et sa formation. Complètement, je dirais. Ah, on n'entend pas. Le micro doit être coupé, Karine. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas forcément se focaliser sur cet aspect-là pour pouvoir candidater. Il est vrai que par rapport à certains cursus d'études, il y a une suite logique à éventuellement postuler vers tel ou tel secteur. Par exemple, en parlant de l'aide à la personne, c'est vrai que quelqu'un qui envisage une formation dans le secteur sanitaire, social ou justement de l'aide à domicile, il y a une parenté évidente parce qu'on va être sur une activité où il y a de la relation humaine, où on va pouvoir côtoyer des personnes vulnérables, soit par maladie, soit par difficulté transitoire comme une opération, voilà, ou des situations familiales ou de handicap. Donc là, il peut y avoir un lien logique. Après, c'est vrai que par rapport à certaines filières d'études, il n'y a pas forcément la possibilité de trouver un job d'été en rapport direct avec son projet de formation. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans une activité d'été, malgré tout, on peut trouver des choses qui ensuite pourront être valorisées par rapport à une candidature pour entrer dans une filière sélective ou par rapport à un futur emploi, parce qu'il y a des choses qui peuvent être transférables d'un secteur d'activité à un autre. Donc,
certains, c'est vrai, vont pouvoir être déçus de ne pas trouver de job en lien direct avec leurs études, mais à toute expérience professionnelle, on peut tirer des enseignements et des contenus de compétences, de savoir-être ou de savoir-faire qui peuvent éventuellement être transférables sur d'autres secteurs. Oui, tout à fait. C'est important de parler de ces compétences et savoir-être qui peuvent être, qui sont transférables et transposables dans n'importe quel métier. Il faut se rappeler aussi de quel est l'objectif de la prise d'un job d'été, d'un emploi estival. Je peux dire que 80-90% du temps, on est sur le fait de gagner un petit peu d'argent pour financer sa vie étudiante. Donc effectivement, c'est un plus de pouvoir obtenir une expérience directe de secteur. Mais c'est important de rappeler aussi que si on ne la trouve pas, c'est pas grave, et que l'important est de capitaliser un peu d'argent pour faire du courant. On a un retour d'écho. Alors j'ai essayé de voir si on avait quelques questions. N'hésitez pas à me les poser en direct si vous en avez. Je voulais, en avançant un petit peu, on a parlé de l'impact de la crise sanitaire sur l'augmentation de jobs dans certains secteurs, mais aussi de la potentielle de la baisse, elle n'est pas potentielle aujourd'hui, de recrutement dans l'hôtellerie, la restauration, le tourisme. Et pour autant, on peut peut-être imaginer qu'il y ait un besoin de recrutement par la suite, en fonction des mesures. Quels seraient les types d'emplois? On va parler au conditionnel, mais quels seraient les types d'emplois dans la restauration ou l'hôtellerie qu'on pourrait trouver, Karine, si, et là j'utilise bien le si et le conditionnel, si les restaurants venaient à réouvrir en mois ou deux. Sur la période d'été, les principaux emplois de la restauration sont des postes en service. Dans les cuisines, ça va surtout être des postes de commis ou de plonge. C'est vrai que la situation pour les restaurants est pour l'instant délicate dans le sens où ils n'ont pas de date de réouverture et ils ne savent pas dans quelles conditions et sanitaires et économiques ils vont pouvoir réouvrir. Ce qu'il faut savoir aussi dans la région, c'est qu'on est très fréquenté par des touristes étrangers, que pour l'instant, les déplacements de la clientèle étrangère sont les possibilités sont quasi nulles. Donc c'est vrai que la difficulté pour l'instant pour les employeurs traditionnels de la restauration, c'est de réussir à évaluer quels vont pouvoir être leurs vrais besoins, à quelle date ils vont pouvoir réouvrir et selon quelles conditions. Et tout ça, ça conditionne en fait le nombre de personnes dont ils vont avoir effectivement besoin pour leur saison d'été. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la date d'aujourd'hui, ils n'ont pas ces éléments d'information. L'année dernière, on avait observé qu'au moment du déconfinement du mois de mai et au cours du mois de juin, énormément d'offres étaient apparues à ce moment-là. Et là, le conseil qu'on peut donner, c'est d'être très réactif, parce que l'année dernière, quand ces offres étaient parues, les recrutements étaient très très rapides. Donc là, l'idée, c'est d'être en veille en permanence par rapport à ce recrutement d'été, d'avoir déjà ces outils de candidature quasiment prêts, de façon à les adapter juste à la marche par rapport au poste visé, juste au dernier moment, au moment d'envoyer sa candidature. Oui, effectivement, on peut imaginer un recrutement en deux temps, en tout cas une recherche en deux temps par rapport au BTS qui n'est pas impacté aujourd'hui par la crise sanitaire et qui est accessible dès maintenant en matière d'offres qui ont une visibilité en fait sur leurs besoins de cet été. Et on se doute bien que le secteur qu'on évoquait, notamment en matière de tourisme et de restauration, aura une sorte de deuxième détente, un peu comme l'année dernière au final, et que ces besoins, et c'est important de le souligner, vont être à pourvoir très très rapidement. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que si on a des mesures, on peut dire une bêtise, le 15 juin, il faudra peut-être une semaine pour s'organiser, et donc ils prendront les CV dans les 2 jours, pas après. Donc cette réactivité, et aussi être attentif à l'actualité il faut l'être pour cette saison de l'été. Il y a eu un petit peu d'écho, mais Karine, en matière d'actualité, il faut être attentif aux
aux dernières annonces entre guillemets du gouvernement sur les secteurs d'emploi, notamment de la restauration? J'ai pas entendu. Ah. Je vais retenter une troisième fois. En matière d'actualité, donc l'actualité à suivre, c'est important peut-être de suivre les annonces gouvernementales à venir qui vont déterminer le sort au final de ce secteur d'activité. Ouais, tout à fait. Le maître mot, c'est d'être en veille sur l'actualité des annonces gouvernementales, les annonces justement concernant les différentes étapes de réouverture et quels sont à chaque étape les différents services, ou culturels, ou les commerces, ou la restauration, quelles sont les différentes possibilités, pour pouvoir réagir au plus vite et identifier justement les secteurs qui vont pouvoir être amenés à recruter. Et donc, voilà, l'idée c'est d'être en veille et réactif par rapport aux différentes annonces qui peuvent avoir lieu. Tout en utilisant les différents sites qui sont à votre disposition, le site de Pôle emploi qui diffuse aussi tout un tas d'offres sur des secteurs très très variés et qui est réactif justement par rapport à ça, le site internet du CRIF Normandie évidemment où nous aussi on diffuse des annonces au fur et à mesure de leur diffusion par les employeurs, et puis tous les autres sites classiques qui peuvent proposer des offres de job et d'emploi. Oui, tout à fait. Il y a la possibilité aussi de créer des alertes sur un certain nombre de sites. C'est important de créer ces alertes en amont et de pouvoir être réactif pour, je dirais, éviter que ça nous passe un petit peu sous le nez et de se dire, ah bah oui, je savais qu'il fallait que je sois réactif et je l'ai manqué de 2 jours et ben, ça nous passe à côté. Donc c'est vrai qu'on peut créer ce système d'alerte qui nous permet de rien manquer. Alors, je regarde de notre côté si on a des questions qui nous arrivent par le chat. Pas de questions. Moi, j'ai une question pour vous, Cyril, sur les missions de job agricole, sur la durée des missions, mais sur des missions qui durent à peu près combien de temps? Est-ce qu'il y a une moyenne ou qu'il y a une durée un petit peu donnée de ces missions? Ça dépend. Alors, je veux dire, la réponse classique, ça dépend. Alors, moi, j'ai pris le retour, Calvados-Branche, où là, on propose plutôt des missions qui peuvent être même de 3, 4, 5 mois. En fait, la passation saisonnière et après toutes les actions, je vous dis, préparation, package, collecte, récolte, conditionnement. Dans le Calvados, c'est plutôt sur des contrats moyenne durée, 4-5 mois. Après, effectivement, comme nous, on a quand même une plateforme nationale, ils ont passé quand même d'autres missions plus courtes. Effectivement, celui qu'on faisait l'agriculture dans le sud de la France, des vendanges, des choses comme ça, oui, c'est peut-être une semaine, 10 jours, voire 2 semaines. Et après, effectivement, c'est des missions qui vont après chez le voisin, pour un peu, je dirais, avoir un travail plus conséquent. Alors c'est pour ça, j'ai pas vraiment de date bien précise, suivant le type d'activité. Je vous dis bien là tout de suite, les CDD qu'on embauche, c'est vraiment pour 4-5 mois. En février dernier, j'avais plutôt des arboriculteurs qui demandaient des saisonniers également pour aider à la taille. Là, c'est plutôt des contrats de 2-3 semaines. D'accord, effectivement, c'est plutôt varié en matière de durée. Donc, vous indiquez ces disponibilités quand on envoie ces candidatures, directement à vous. Et c'est important aussi de souligner, et là, je vais remettre de l'hypothétique. Aujourd'hui, en Normandie, un confinement qui restreint sur 10 km, mais on peut tout à fait imaginer postuler dans un ANEFA d'une autre région sur des missions qui nous intéressent, parce qu'elles peuvent être plus courtes, parce qu'elles peuvent être dans une région que l'on a envie de découvrir, et il ne faut pas hésiter à postuler sur la France entière. Voilà, alors surtout, c'est qu'en Normandie, ça ne se fait pas, mais suivant certaines régions qui ont plus l'habitude du travail saisonnier, eux, ils ont aussi des possibilités de logement, par exemple. Il faut reconnaître, en Normandie, ce n'est pas vraiment le cas. Oui, c'est important de souligner sur les aspects de logement. C'est pas parce qu'on n'a pas un logement sur place dans certains logements, vous l'évoquez, qu'il est impossible de postuler sur ces offres-là, puisque des fois le logement est compris et fait partie en tout cas de l'offre d'emploi pour pouvoir attirer un maximum de saisonniers. Exactement. Très bien. Et j'avais la même question pour Jean-François sur les durées de contrat. Est-ce qu'on est sur quelque chose qui va aller du 1er juillet au 31 août ou plus court et en matière de volume horaire par semaine également?
En ce moment, on communique beaucoup sur le fait qu'on recrute entre le mois de juin et le mois d'octobre. Après, c'est pas une règle absolue. Encore une fois, on recrute tout au long de l'année. Donc, si on a quelqu'un qui est disponible dès aujourd'hui et qui peut arrêter en juillet, par exemple, voilà, c'est quelque chose auquel on peut réfléchir. On s'adaptera, je dirais, en fonction de la disponibilité de chacun et de chacune. Il faut pas se mettre de frein par rapport à ça. Et voilà, on communique surtout pour l'été, juin, septembre, octobre, mais voilà, si c'est d'autres périodes ou si c'est plus scindé l'été en deux, il n'y a aucune difficulté de notre côté. Oui, idem, hein, l'important d'envoyer ces candidatures en indiquant de manière précise ses disponibilités pour travailler et vous adapter aussi en fonction de vos besoins. Il ne faut pas se mettre de barrière si on n'est pas disponible. Je veux dire une bêtise, la dernière semaine d'août ou on a prévu une partie en vacances, on dépose ses disponibilités et puis vous analysez en fonction des besoins. Et en matière de volume horaire, cette semaine, ça représente à peu près combien d'heures pour la personne? C'est délicat de répondre à cette question. En toute franchise, pour quelqu'un qui n'a ni expérience ni qualification dans le métier, je pense qu'un temps plein, mais quand je dis temps plein, je parle bien de 35 heures par semaine, ça me semble un peu compliqué parce qu'il y a quand même certaines missions techniques qui ne vont pas être réalisables. Mais tourner aux alentours d'une centaine d'heures par mois, 100, 104, 110, c'est quelque chose qu'on peut envisager très sérieusement. Oui, alors pour comment essayer de synthétiser sur un mois, si on est sur une centaine d'heures, 25 heures par semaine, ça représente un 60-70% de temps de travail. Ça permet aussi d'avoir peut-être un petit peu de temps pour soi quand on est en étudiant et voilà, profiter un petit peu de l'été en parallèle de ce job. Oui, d'autant plus qu'on espère que ce soit un petit peu sur le même modèle qu'en 2020 et que pendant l'été, chacun soit un petit peu plus libre de ses mouvements. Ça peut être une bonne façon d'avoir un compromis entre le fait de travailler et de profiter aussi de son été. Mais voilà, on est encore beaucoup dans l'hypothétique et on ne sait pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui avait été fait en 2020 et qui finalement avait été plutôt apprécié. Donc, on ose imaginer que ce sera à peu près la même tendance en 2021. Bien, tout à fait, c'est ce qu'on souhaite. D'ailleurs, on peut rebondir et peut-être conclure sur cette webconférence. On a les secteurs qui recrutent habituellement, qu'on vous a présentés, sur lesquels vous pouvez retrouver les offres sur le site en ligne Pôle emploi, donc Job d'été en Normandie, sur le site normandie.fr. Les secteurs qui recrutent, que l'on connaît peut-être moins, pas forcément, mais essayé de vous les présenter aujourd'hui. On vous remercie Jean-François et Cyril de cette présentation et Karine également. Le site du CRIJ Normandie, crijnormandie.fr, sur lequel on a des offres par département, et surtout rester en alerte sur l'actualité pour observer aussi la détente entre guillemets de peut-être de nouveaux secteurs, en tout cas de secteurs qui ne recrutent pas à cette période et qui vont recruter peut-être un petit peu plus tard pour cet été. C'est extrêmement important. Et si vous souhaitez décrocher votre job d'été. Merci à toutes et tous de vos éclairages pour vos secteurs respectifs. On espère que ça vous aura plu pour ceux qui ont suivi cette webconférence, que ce soit en direct ou en replay, parce que cette conférence est enregistrée et sera retransmise. On vous remercie. On vous souhaite une bonne continuation. Et en espérant que vous trouviez les jeunes et les emplois saisonniers que vous recherchez pour cet été. Merci à vous et à très bientôt alors. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir, merci.